messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le rendez-vous du Hot et du Hard Interview. C'est sur la 2 et c'est à la télévision naturellement. Vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un sujet, d'un objet, d'un homme parfois controversé. Et l'homme qui descend dans l'arène ce soir vient d'annoncer son soutien inattendu à la candidature de Paul Biya pour la présidentielle prochaine. Je vous conviens à regarder, surtout à suivre les protagonistes de l'arène présentés par Brand Kamga. Ce soir, Célestin Bédigui descend dans l'arène. Le président du parti pour l'Alliance libérale, le PAL, est sur la sellette depuis l'annonce de son soutien à la candidature du président national du RDPC, Paul Biya, à la prochaine élection présidentielle. Pourtant, le ton acerbe du discours vis-à-vis de Yaoundé, durant ses 15 ans d'exil aux États-Unis de 2005 à 2015, son départ ou exclusion de l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, le récent déploiement du PAL ne laissait pourtant pas entrevoir un tel soutien que Célestin Bédigui explique pour un projet de barrage hydroélectrique pour sa Léquié natale qu'a annoncé Paul Biya. Le président du PAL aura en tout cas à répondre aux questions des journalistes ce soir sur le sens des alliances politiques au Cameroun qui fait parfois de curiosité transhumance. Invité pour les S6, Roger Kiek de Kiki, journaliste à Royal FM 88.4 émettant à Yaoundé. Le recteur, comme il se fait souvent appeler en raison de sa position de modérateur d'un groupe de réflexion dont la production a été diffusée sur plusieurs antennes de la ville de Yaoundé, a servi de près Célestin Bédigui durant ses 15 années d'exil. Avec Roger Kiek, Sylvain Andjongo, un des correspondants au Cameroun de l'agence de presse Reuters. Sylvain Andjongo, ancien de Repère et du quotidien de l'économie, a produit de nombreux articles sur le jeu politico-stratégique de l'Aléquié, fief de Célestin Bédigui. Ça promet un bel échange ce soir pendant 90 minutes. Rodrigue Tongué, je vous laisse le loisir de faire tomber le suspense quant à l'identité du contradicteur de ce soir pour le duel après le premier coup de gong. À vous la suite. Immédiatement, c'est Dieudonné Somba, économiste statisticien, qui fera le duel ce soir avec l'invité, notre invité principal, Célestin Bédigui, que je m'en vais accueillir de suite. Célestin Bédigui, bonsoir. Bonsoir, cher ami, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue enfin dans l'arène. Écoutez, c'est la seconde fois que je commence à connaître un peu comment ça se passe dans la maison. Mais vous savez, je suis une personne qui fait toujours face. Alors, après tout le buzz, quand la décision que j'ai prise dernièrement, le choix que j'ai fait, je pense qu'il était de bon temps que je vienne ici m'en expliquer avec vous, avec les téléspectateurs, avec les jeunes, j'en prends un certain nombre qui sont sur les gradins. Ils en ont vraiment besoin. Ils ont besoin de savoir ce que c'est que la politique, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle a comme exigence et quelles contraintes. Merci. On aura 90 minutes, on l'espère, avec la permission du service des programmes, parce que nous avons accusé 15 minutes de retard à l'allumage pour cette émission. On espère pouvoir rattraper. En tout cas, la technique nous indiquera. Roger Kiek de Kiki, bonsoir. Bonsoir, et vraiment je me sens encore honoré, très très honoré de me retrouver ici ce soir dans le cadre de cette émission qui devient un programme culte. Et je suis très heureux de retrouver mon très cher ami, Célestin Bédigui. Je le connais depuis, je l'ai pratiqué du moment de son effervescence comme leader du PAL, avec son crâne resté toujours tendu. C'était un homme de poigne qui quittait la Léquié pour venir marcher sur Yaoundé Premier, par exemple. Et je crois que sans connivence du tout, on sera à la hauteur et que les téléspectateurs qui ont accepté de se priver de sommeil à cette heure de la nuit seront très très satisfaits de ce qu'on leur offrira ce soir. Merci encore. Président Bédigui, ne vous fiez pas à la bonhomie de Kiek de Kiki. Il peut être changeant
pendant les 90 minutes en fonction de la température qu'il y aura dans ce studio. Oui, c'est l'un des journalistes les plus impertinents de la scène médiatique de ce pays. Sylvain Diongo, bonsoir. Non moins impertinent. Bonsoir Audrey, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce soir. Nous espérons que nous pourrons faire une émission qui sera à la hauteur de leur attente. Bienvenue à tous, Sylvain Diongo, Célestin Bédigui, Dieudonné Somba, qui sera là dans le troisième quart d'heure de cette émission. Et à vous, Roger Kiki, je signale que Karel Mezatia Choya sera là au premier quart d'heure pour les préférences de notre invité. Et vers la fin, Alain Gizan Kanga pour la synthèse, puisque le décor est planté. Nous allons commencer immédiatement avec la première rubrique de ce programme. C'est tous contre un. Alors Célestin Bédigui, depuis dimanche passé, quelque chose a changé sous le landerneau politique au Cameroun. Vous avez annoncé contre toute attente un soutien au président Biya. Qu'êtes-vous allé faire à Monatélé dimanche? Est-ce que vous pouvez nous décrire les événements qui ont précédé cette réunion, la réunion de la fameuse élite unie de la Léké? Je vous remercie et je remercie les téléspectateurs qui nous font grâce de leur attention. D'ailleurs, je dois vous dire que d'entrée de jeu, je suis surpris par la formule contre toute attente. Et je crois que c'est là que naît cette confusion que l'on note à l'heure actuelle et qui se traduit par une forme d'hystérie sur les réseaux sociaux où on parle de trahison. J'ai entendu parler de félonie. Alors je me suis demandé, mais de quoi parlons-nous et où sommes-nous? Parce qu'autant que je sache, je ne me souviens pas, je ne pense pas qu'il y ait jamais eu entre moi et quelques courants de pensée qui soit qu'on puisse appeler l'opposition, un serment ou un pacte qui aurait été violé pour qu'on puisse parler de trahison, pour qu'on puisse parler de félonie. Mais au contraire, je voudrais dire et faire savoir aux téléspectateurs, aux jeunes qui nous suivent, que la politique a une fonction. C'est celle de faire valoir une opinion enfin ou non en vue de promouvoir des problèmes qui se posent aux populations, notamment les problèmes de bien-être. C'est dans ce cadre-là qu'il faut situer l'action politique, le discours politique. Et dans le cas du PAL, nous avons des références. Nous avons une référence depuis 1991, où le parti a été légalisé. Nous avons notre manifeste. Je me permets, je ne sais pas que la caméra qui est bonne. Voilà votre caméra. Ce manifeste, laquelle? Voilà votre caméra. Ah, voilà. Nous avons ce manifeste dans lequel nous avons défini quelle était notre ligne politique. Et au fil des années, nous nous sommes attachés à décliner cette ligne politique-là à travers des écrits. Et voilà, voyez-vous cet ouvrage de 500 pages dans lequel nous avons consigné tout ce que nous avons écrit jusqu'à ce jour. Alors, je ne comprends pas d'où sort l'idée que nous aurions trahi, parce que si nous appliquons la grille de lecture ou la grille d'interprétation de nos actes, nous utilisons ou notre manifeste ou nos écrits, et même mieux, parce que pour bien définir notre pensée politique, nous avons également publié cet ouvrage, La Mal-démocratie. Alors, lorsqu'on applique ces grilles de lecture à la décision que nous venons de prendre, il n'y a pas lieu de parler de trahison ou de parler de félonie, d'autant plus que... Alors, c'est des Bédigui. Si vous permettez, j'aurais terminé. Tout à fait. Okay. D'autant plus que tout au fil de notre activité politique depuis près de 25 ans, nous nous sommes attachés à deux choses. La première chose, c'est la promotion de ce que je pourrais appeler la prospérité économique. La deuxième chose, ça c'est sur le plan économique, et le premier pilier de notre parti, c'est la prospérité économique. Le deuxième pilier, qui est politique, lui, c'est une démarche pacifiste, mais très attachée à la justice. Chaque fois que la justice a été un tant soit peu mise en question avec le régime de M. Biya, nous sommes sortis de nos gonds, nous avons dit ça ne doit pas se faire. Malheureusement, ces deux piliers n'ont pas bénéficié du même intérêt au cours des 35 dernières années. Pourquoi je le dis? Parce que la politique, au sens politicien, a pris le dessus. Il a absorbé toutes les ressources, autant symboliques que financières, de l'État.
pendant ce temps, la préoccupation économique est restée en panne. Et personne ne s'en est vraiment pas soucié, et avec tous les dégâts que l'on voit, ces dégâts se manifestent essentiellement dans les conditions de vie des populations, mais surtout dans les conditions de vie des jeunes, où on atteint des taux de chômage qui atteignent les 80%. Alors nous disons qui est en place. Oui, alors nous disons, nous autres. C'est ça qui est surprenant. Ah oui, alors, mais c'est du fait du pouvoir qui est en place depuis 35 ans. Mais c'est le fait le plus surprenant, que vous fassiez cet exposé, que vous indiquiez qu'il y a un recul du point de vue social, il y a un recul du point de vue de l'emploi des jeunes, et que vous dédouaniez, en quelque sorte, le pouvoir de Yaoundé qui est comptable de ce bilan. Je voudrais, à la suite de Rodrigue Tongué, je suis fort aise de me rendre compte de la pertinence qui est la vôtre, bien que vous sous-tendiez que la politique obéit à ce qu'on appelle la contexture. Seuls les imbéciles ne changent pas. Mais vous venez de le redire, le ventre mou de notre système, c'est l'économie. Et c'est aussi la justice sociale qui sont le reflet de la malgouvernance. Et justement, pendant que tout le monde a cru le voir Bédigui, réfugié, exilé aux États-Unis pour échapper à ce système qui est on ne peut plus vivable, revenir ici pour préparer la transition, on est très étonné quand même que Sa Majesté, d'ailleurs je répète que vous êtes un chef, un gardien de la tradition, que vous vous rangiez à accompagner le président Biya pour une réélection en 2018. Oui, et c'est tout à fait compréhensible, et je dis que c'est le meilleur choix du moment. Pourquoi? Je distingue le discours de M. Biya, du président Biya, des actions de ses collaborateurs. Le discours de M. Biya est celui qui, sur la scène politique, et sans complaisance aucune, fait également allusion aux aspects politiques et aux aspects économiques du problème camerounais aujourd'hui, à la différence de celui de la plupart des autres protagonistes. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, je fais un pari sur une possibilité d'appliquer la dimension économique de M. Biya, qui jusque-là, je le dis, est vraiment sans la moindre concession, est mal appliquée par ses collaborateurs. Vous lui accordez une dernière chance. Je ne parlerai pas comme ça, je dirais que ses collaborateurs n'appliquent pas, ne mettent pas en œuvre son discours économique. Pour une raison très simple. Il ne semble même pas maîtriser les approches fondamentales qui pourraient permettre de résoudre le problème économique du Cameroun. Et donc, M. Biya serait incapable de choisir ses collaborateurs, de bons collaborateurs. Je crois que si la chose peut être relevée, on nous déplore ou on tire la sonnette d'alarme lorsque nous disons que, sur la matière économique où on est toujours, d'un côté, vous avez des gens qui ne comprennent même pas la nécessité qui est cette mutation économique qui nous amène à changer de modèle économique. Ils sont restés enfermés dans la logique des modèles économiques d'import-substitution, alors que les choses ont changé et qu'on doit plutôt entrer dans un modèle. Vous pensez qu'au bout de 35 ans, il aura la capacité de choisir de bons collaborateurs maintenant? Je pense que seulement maintenant. Ce que nous devons faire, c'est de lui montrer que Monsieur le Président, il y a de la part de vos collaborateurs des insuffisances criardes, et voici les propositions que nous faisons. Parce que si nous ne lui faisons pas de propositions et nous ne lui exprimons pas notre disponibilité à apporter des solutions aux problèmes réels du Cameroun, on ne s'en sortira jamais, parce qu'à côté de ce problème de modèle économique, il y a le problème de la politique économique qui aujourd'hui est tout à fait à l'inverse de celle qui devrait être menée pour pouvoir résoudre le problème du chômage des Camerounais, où quand vous lisez le budget de l'État camerounais, vous vous rendez compte qu'il exprime plutôt, il indique la pratique d'une politique d'austérité qui est tout à fait antagonique à la nécessité d'une politique de relance qui, elle, peut permettre d'absorber ou de régler un problème comme le problème du chômage des jeunes. Alors, si nous autres, qui avons une vision différente, nous nous enfermons dans des montagnes ou des monts en disant, monsieur, tout cela se passe mal, vraiment rien ne peut être fait, sans lui donner la possibilité de dire, de comprendre un son de cloche différent, je dis pourquoi pas. Alors, je vais insister sur un point qui, lui, est pratique. Je suis une autorité traditionnelle. Et M. Tongue, je peux vous affirmer quelque chose. Quand vous êtes une autorité traditionnelle, ça vous donne la possibilité de pratiquer les êtres humains. Et lorsque dans votre chevalerie, vous avez des sujets qui ont la possibilité de se rapprocher de vous
et de vous faire des observations, parce qu'ils ont su gagner votre confiance, vous y prêtez plus attention que lorsque les têtes brûlées que vous pouvez avoir dans votre chevalerie viennent, se tiennent de l'autre côté de la route et commencent à vilipender le chef en lui disant que oui, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Alors, d'un point de vue pratique et tactique, le fait qu'aujourd'hui nous disions que nous pensons que la candidature de M. Biya est la meilleure à l'observation, et il faut bien le dire, à l'observation de tout ce qui s'annonce à ce jour comme candidature, parce que nous voyons déjà qu'est-ce qui s'annonce comme candidature. Nous disons vraiment, nous pensons que le Cameroun ne peut pas se payer des aventures comme celle-là, où on va voir des personnes, dont la démarche peut être questionnable, venir encombrer la scène politique. Nous disons que non, nous ne perdons pas du temps. Nous pensons que si M. Biya est réélu, d'une part, et que d'autre part, nous avons avec lui une proximité d'écoute de nos propositions. Nous aurons apporté quelque chose à la résolution de la crise camerounaise. Oui, monsieur Bédigui, tout à l'heure vous avez semblé, vous étiez étonné d'entendre des mots comme trahison, félonie. Vous avez dit ça à l'entame de votre propos. Mais je m'avais quand même vous rappeler deux de vos déclarations en 2016. La première c'était le 24 sur une chaîne de télévision privée concurrente. Vous avez déclaré ce jour-là que vous ne voyez pas pourquoi vous devez, je veux dire quoi, lancer un appel à soutien à la candidature de Paul Biya. Et plus tard, le 13 juillet 2016, vous avez déclaré qu'à la présidentielle 2018, vous allez accompagner une offre nouvelle. Vous avez parlé d'une offre nouvelle. Aujourd'hui donc, que vous apportez votre candidature, vous apportez votre soutien au président Paul Biya, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de duplicité ou une sorte de dualité dans votre propos? Absolument pas, monsieur. L'offre nouvelle, nous l'apportons justement en disant que la priorité doit être désormais accordée à la question économique, qui doit devenir la question centrale, contrairement à ce qui se fait ou à ce qui se dit sur la scène politique, où l'essentiel du débat est essentiellement ou porte sur la question politicienne. C'est ça l'offre nouvelle. Et c'est ça qui est très important. L'offre nouvelle de qui? Du président Biya? Ah non, c'est nous qui apportons, on parle bien d'offre nouvelle, c'est nous qui apportons cette offre nouvelle-là. Et à l'observation, nous choisissons quel est le vecteur qui peut le mieux porter cette offre-là. La vérité étant que nous sommes très très inquiets de la dévaluation de ce que l'on peut appeler la fonction présidentielle au Cameroun, laquelle se manifeste par le profil des candidats pressentis ou qui se déclarent. Mais ce n'est pas la première fois que le président Biya j'accorde une attention. D'ailleurs, je sais très bien, vous le savez, que je sais qu'il vous a reçu dans les années 90. Vous avez discuté de beaucoup de choses avec le président Biya. Et d'ailleurs, d'après mes sources qui sont souvent très très fiables, le conseiller spécial du président à l'époque, M. Edouard Tutus, s'était porté garant pour que vous bénéficiez. Votre nom a circulé pour être directeur général du port autonome de Douala, mais par la suite, on verra Tuta Moussa Badkam et vous atterrirez aux Sacheries. Est-ce que vous croyez que le président, qui a souvent discuté, qui a déjà discuté avec vous pendant ces années-là, cette fois-ci va discuter avec vous et va prendre en compte ce que vous allez lui dire? Ce serait regrettable si on lisait toute l'action d'un homme politique à travers le prisme réducteur d'une nomination à la tête d'une société. Je crois que c'est un tableau qui est très étriqué. Non, je dis, il vous a reçu autrefois. Oui, il y a des promesses qui ont été faites. Et ça, c'est vrai, on vous a fait des promesses. Non, vous permettez. Oui, d'accord. Regardons d'abord le bilan de l'action politique que nous aurons menée. Lorsque nous commençons nous entrons dans la scène politique, c'est pendant les villes mortes. Très bien. Nous faisons partie de la coordination. Dans les débats où le processus on peut dire, de lutte de la coordination, on atteint un point critique et vous étiez tout jeune journaliste à l'époque. Je venais déjà là-bas, tout à fait. C'est ça. Oui. Il y a eu un moment clé où, dans l'action, on a prévu qu'on allait faire un mot d'ordre à circuler, c'était celui du blocus de Yaoundé. Vous vous souvenez? Tout à fait. Et j'ai dit à mes camarades de l'opposition que, mais non, attention,
un blocus est un acte de guerre. Parce que la guerre, c'est 3 étapes. L'embargo, le blocus, c'est le coup de feu. Vous ne pouvez pas partir, nous étions à Douala à l'époque, vous ne pouvez pas partir de Douala et monter à Yaoundé et faire venir d'autres militants de l'Ouest et dire que nous venons faire le blocus de Yaoundé. Je leur ai dit, j'ai le privilège d'être né à Yaoundé et de faire partie de l'une des composantes sociologiques les plus importantes de Yaoundé, c'est-à-dire les Bétis et les Étonnes. Quand ils vont vous voir arriver au prétexte que vous venez faire le blocus de leur ville, ils vont considérer que les Bamileke et les anglophones viennent leur faire la guerre et la guerre civile commencera et rien ne pourra l'arrêter. La preuve, ils avaient sorti des chars. Alors qu'est-ce qui se passera? Lorsque je fais cette proposition, je dis, si cette motion est adoptée, nous étions au Lions Club ici à Yaoundé, je m'en irai la dénoncer et je partirai de la coordination, je créerai un courant qu'on appelle le RD qui sera un pôle modéré. Voilà. Alors, vous imaginez d'avoir pris une position intelligente comme celle-là, à partir de ce jour-là, attendez, que vous entendez les gens dire « Oh, Bédigui est vendu », alors que la décision que nous avons prise était la seule décision intelligente qui devait être prise. Alors le président nous resterait dans quelles conditions? Les villes, ce jour-là, nous arrêtons, nous cassons le processus, la dynamique, il n'y a donc pas de blocus Yaoundé. Ensuite, les villes mortes continuent. À un moment donné, le président dit il veut recevoir les hommes politiques. D'abord, c'était le Premier ministre. Les autres camarades disent que personne ne va. Ensuite, le président dit qu'il reçoit les hommes politiques. Comme d'habitude, il y a des gens qu'il y a les adeptes de la pensée unique qui disent qu'on ne part pas. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes en politique. Quand un protagoniste est ouvert au dialogue, il faut aller le voir. Et je suis effectivement allé voir le président. Vous dites qu'il m'a reçu. Effectivement, j'ai ici une image de cette vous voyez, je ne sais pas comme une patte, je le salue de manière absolument vous voyez bien. C'est ce jour-là. Vous n'en êtes pas loin, vous n'en êtes pas loin. Non, mais regardez bien aussi, pas du tout. Vous êtes à peu près à 20 degrés. Non, pas de du tout, monsieur, c'est une question de configuration du carpet. Hein. La ligne jaune. Il m'a reçu et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous avez beau dire que la conférence nationale est sans objet, cela ne peut se justifier parce que, au motif pris de ce que elle n'est pas constitutionnelle. Je lui dis, vous savez, Monsieur le Président, le social précède le juridique. La Constitution est un élément juridique, mais elle est déterminée par le social. Le fait qu'aujourd'hui, 80% des Camerounais cessent de travailler parce qu'ils veulent qu'on se retrouve et qu'on parle de la Constitution, veut dire que cela prime mais malgré tout cela. Mais qu'est-ce qui se sera passé après ça? Je lui aurais remis une plaquette où je décrivais de quelle manière pouvait être organisée cette tripartite qu'il prendra, qu'il remettra au Premier ministre, et dès le lendemain, le Premier ministre se rapprochera de nous et nous organiserons la tripartite. Ça, c'est le deuxième point que nous aurons sur lequel nous allons contribuer à l'apaisement. On va revenir, on revient au fil de notre discussion. C'était un beau rappel historique, mais ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir. Nous n'avons que 90 minutes, parce qu'après vous plaindrez. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que des actes constructifs comme ceux-là, qui sont producteurs de la paix dans ce pays, soit considéré comme une trahison, alors même que par rapport à la ligne politique de notre parti et par rapport à l'intérêt des Camerounais, tout a été fait. On peut vous poser une question, Célestin Bédigui, on peut vous poser une question quand même. Voilà. Alors, on vous retrouve 10 ans après, dans le Kamdiak. Cameroun Diaspora Change. Tout à fait. Vous conviez des gens aux États-Unis, parmi lesquels Feu Puss Ndiaye, qui avait fait une du messager avant de s'en aller aux États-Unis, disant un forum pour chasser Paul Biya du pouvoir. Alors, s'il vous plaît, je n'ai pas fini avec la question. Allez-y. Vous invitez Mbouama-Sok, qui dit, même s'il faut faire recours à une guérilla pour faire partie Biya, on va le faire pour qu'il... Et vous êtes le président du Kamdiak, vous êtes le fondateur. On retrouve le Célestin Bédigui, un peu pourfendeur du régime de Yaoundé, quelques années après. Ne dites pas un peu. Non. Critique, yes. Alors, c'est très intéressant ce que vous faites comme évocation. Effectivement, je suis le fondateur de Kamdiak. Parce que lorsque j'arrive aux États-Unis, je réalise quelque chose d'extraordinaire. Les Camerounais ne se fréquentent pas. Les anglophones sont de leur côté, les francophones sont de leur côté. J'ai dit, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous allons créer quelque chose qui associe les Camerounais de toute sensibilité, mais mieux établir une liaison, un attelage entre les Camerounais de la diaspora
et la classe politique à l'intérieur, ainsi que la société civile. Et pour donner naissance à cette dynamique, nous convoquons donc la CAMDIAC. Alors, ceci étant dit, vous n'allez pas me rendre responsable des propos des une. Ils avaient été acclamés, Bouamassock avait été acclamé par vos invités. Oui, vous permettez. Acclamé par vous-même. Attendez, vous permettez. Acclamé par vous-même, Félicien Bézigué, oui. Vous permettez. Alors, vous n'allez pas me rendre responsable des une que mon ami Pioune Diawé aurait fait avant de venir. Une chose est sûre, nous sommes retrouvés avec l'ensemble de la classe politique. Nous avons manqué à l'appel ce jour-là que Frundi et Kindi. Et nous avons réfléchi pour savoir comment peut-on arriver à un changement dans ce pays ou une évolution dans ce pays. Parce que ce qui est important au Cameroun, c'est beaucoup plus le changement, un changement dans la manière de gérer le pays que de s'en prendre à telle ou telle figure. Et je vous révélerai quelque chose. Pendant ces discussions, effectivement, il y a eu deux tendances qui se sont affrontées. Ceux qui étaient partisans du recours à la violence et ceux qui étaient partisans ils étaient partisans d'un recours à une voie pacifique. Je me permets, je ne sais pas où il est aujourd'hui, je ne veux pas dire paix à son âme, je me souviens de cette espèce de grande confrontation qu'il y a eu avec notre compatriote Grandi sur ce sujet-là. Et je me souviens, lui et moi, c'est un moment où on était en train de préparer la résolution finale, où il parlait du recours à des moyens qui ne me semblaient pas des moyens conventionnels. Je lui ai dit non. Idem pour le professeur Capet aussi. Alors je lui ai dit, écoute-moi mon cher ami, lorsque j'étais étudiant, nous avons organisé une grève à l'université d'Yaoundé. Et nous avons été reçus par le président Aïdjo, sous la conduite de Christophe Nsalaï, au palais qui est maintenant le Musée national la nuit. Il nous a dit, mes chers jeunes compatriotes, souvenez-vous toujours, le Cameroun est fragile. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit qu'on ne peut pas accepter de s'engager pour obtenir un changement de leadership au Cameroun, de s'engager sur la voie armée ou violente, parce qu'on ne sait pas, on sait où ça commencera, mais on ne sait pas où ça finira. Et c'est sur cette même ligne-là que j'insiste sur le fait que nous saluons d'ailleurs ce centre républicain. Nous ne devons pas nous en prendre à un individu, nous devons nous en prendre à une pratique. Et je dis que la pratique, la malgouvernance au Cameroun, aujourd'hui, elle est entretenue par les collaborateurs de M. Biya, et nous apportons une œuvre qui révèle l'incompétence. Je vais juste faire un rappel, Célestin Bédigué, au lendemain de la mort de Pioune Diawé. Vous dites, j'exprime mes profondes et sincères condoléances à la famille, aux employés du Messager, à la communauté des combattants des forces du changement, dont l'une des figures tombe aujourd'hui sans jamais céder sur un de ses principes. Vous mettez en valeur le sens de la cohérence de Pioune Diawé. Mais on ne peut pas aujourd'hui vous présenter comme quelqu'un qui soit cohérent. Mais absolument, monsieur. Je le suis, monsieur. Je le suis pour une raison très simple. Quand nous parlons de cohérence ici, c'est par rapport à l'objectif et aux stratégies qui y sont attachées. Nous avons toujours dit, nous devons faire avancer le pays, mais pour faire avancer le pays, nous devons recourir à une démarche moderniste, transformationnelle, plutôt que nous enfermer dans une vision à la fois, on peut dire, dogmatique et fanatique. Est-ce que le fait que Diawé et Grandi soient... On parlera de ça plus tard. On parlera de ça tout à l'heure après le passage de Karen Mezacha-Choya sur ce plateau pour essayer de faire retomber le mercure. Elle va revisiter vos préférences. C'est le moment arrivé. Bonsoir Karel. Bonsoir Audrey. Bienvenue dans l'arène. Merci. Vous avez notre invité pour 5 minutes. Célestin Bédigué, vous êtes chef traditionnel. D'entrée de jeu, je voudrais savoir comment est-ce qu'on dit bonsoir à un chef en langue. Ben, écoutez, chez nous autres, les Bantous de la forêt, on se tient à distance, on dit, moi je suis étonné, on dit Mokonongonkuma, sans qu'il y ait une géniflexion, ou bien il y a un bensikin, comme ça on courbe ça. Donc je vais donc dire Mokonongonkuma. Mokonongonkuma. Voilà. Alors, la journée a été? Absolument. Bon, un peu, j'ai dû voyager de ma résidence à mon atelier pour venir ici. Je ne pouvais pas
boudé le plaisir de me retrouver en face de votre si charmante personne. Merci, merci. Alors, vous avez vécu pendant plusieurs années aux États-Unis, ça je le sais. Vous êtes revenu au Cameroun. Et puis, je voudrais savoir comment est-ce que vous faites pour vivre en même temps en qualité de chef traditionnel avec le monde moderne en même temps. Comment est-ce que vous faites pour associer les deux vies? Oh, ça se passe dans la tête, ça se passe dans la tête. Et surtout dans l'amour que l'on peut avoir pour sa communauté. Et moi, je commence par la communauté nationale. Aux États-Unis, où j'ai passé 10 ans, j'avais toutes les possibilités d'y rester. Après quelques temps, après 2-3 ans, j'ai créé une société de dotation financière à Wall Street. Et elle m'a offert beaucoup de plaisir, il y avait beaucoup de possibilités. Je me souviens d'ailleurs d'un jour, le Thierry Ndon, le directeur de publication du journal Intégration, il est venu me voir à mon bureau, qui est ici à l'immeuble Trump, au 28e étage de l'immeuble Trump. Et lorsque mon assistante l'a mené, qu'il m'a vu, il m'a dit, mais président, comment ça a pu se faire? J'ai dit, écoutez monsieur, tout simplement, je suis un Camerounais. C'est tout. Ce qui veut dire que les Camerounais peuvent faire des choses. Et donc, d'avoir pu faire ces choses aux États-Unis, je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas essayer de venir, je ne pouvais pas m'engager à venir les faire ici au Cameroun. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir ici en repoussant toutes les offres ou les tentations qui pouvaient me gagner de rester là-bas, continuer à manger les hamburgers, conduire ma Hummer ou bien ma Cadillac. Non, j'ai dit, je rentre au Cameroun et je vais porter la voix des populations camerounaises. Et c'est ça que je suis en train de faire. D'accord. Alors, Célestin Bédigui, vous êtes toujours en chantier au village. Mais pourquoi est-ce que depuis, ça ne finit pas? Qu'est-ce qui compte? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le chantier traîne toujours? Vous êtes en construction, je crois. Je ne sais pas très bien. Vous êtes en construction au village? Oui, non. Pourquoi ça traîne mais des années? Tout simplement parce que contrairement à ce qu'on pense, et c'est d'ailleurs une preuve de ce que, contrairement à ce que les gens pensent, j'aurais reçu des sacs d'argent de billets, parce que tout simplement, je construis mon habitation avec des ressources, je pourrais dire, je ne vais pas dire salariales. Non, pas du tout. Non, et on va parler de ça tout à l'heure. Avec les ressources courantes que j'ai, je n'ai pas eu le privilège d'avoir, je n'ai pas eu accès à des paquets de milliards comme certaines personnes qui se sont construites des palais en moins de 6 mois, en moins d'un an, ainsi de suite. Non, ça donne une indication exacte de ce que les gens peuvent penser de ma relation avec Biya n'est pas fondé du tout. C'est-à-dire, je n'ai rien reçu de ce régime. Pour bien vous dire que je n'ai rien reçu de ce régime, où il y a beaucoup de gens à l'intérieur qui ne m'aiment pas du tout. Vous voyez, sur ma poitrine, vous voyez, vous voyez ce signal, je suis chevalier de l'or à valeur. Et ça, je l'ai eu, j'avais moins de 30 ans. À l'époque, j'étais directeur des brasseries du Cameroun au pays anglophone. Et c'est le gouverneur Ngiamba qui m'a proposé. Et je l'ai reçu, je l'ai eu cette décoration. En principe, après 5 ans, 6 ans, on doit pouvoir monter officier, ainsi de suite. Vous avez 32 ans plus tard, je n'ai jamais pu bénéficier de la moindre reconnaissance justifiant que je passe officier de l'or à valeur. Lorsque d'ailleurs je suis revenu aux États-Unis et que je me suis présenté chez le préfet, je dis, monsieur le préfet, vous savez de la liquée, mais je crois quand même qu'après 30 ans, on pourrait. Il me dit, ah, moi vraiment, ce n'est vraiment pas aller voir les gens en haut là-bas. Je dis, ah bon? Mais entre-temps, monsieur, nous avons arrêté les villes mortes, nous avons fait la tripartite, nous avons fait plein de choses. Et tout ce mérite-là, tout simplement, ne nous a pas valu la récompense que les gens attendent. Et ça établit clairement pour tout le monde, parce que je vois des... Avec votre permission, si vous permettez, Célestin Bédigui, on va revenir parce que je n'ai que 5 minutes. Rien que 5 minutes. On devrait vous en accorder plus, parce que vous dites des choses plus intéressantes que celles que vos collègues mal font. Je sais que vous faites beaucoup de sport, vous lisez beaucoup, et lorsque vous faites du sport, vous écoutez toujours de la musique, casque aux oreilles et tout, un petit footing. C'est une manière pour vous de vous sentir beaucoup plus jeune, avec casque aux oreilles, en écoutant de la musique, on fait du jogging. C'est pourquoi? Je suis jeune. Ah. Et je le resterai d'ailleurs. Parce qu'on est jeune beaucoup plus dans l'esprit que par l'âge. La jeunesse, c'est une manière d'être et de penser. Et je suis très très surpris parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux en guise d'argument
oui, mais ce monsieur-là... Il y a même quelqu'un qui m'a comparé à Niat. Niat est mon aîné de 30 ans, hein, mais parce que, comme manière de me contredire ou de manifester ce que peut-être la déception que je me sois détaché du pôle de l'opposition dite dogmatique à laquelle je n'ai jamais, auquel je n'ai jamais appartenu. Alors vraiment, on est allé chercher dans les bric-à-brac des insultes et j'en ai vu passer, vous également sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Donc Bézigui. je retiens que vous vous sentez toujours aussi jeune. Absolument, je suis jeune, pas que je dis ça, mais je le suis. D'accord. Vous avez beaucoup d'enfants, on va taire le nombre ici, et parmi vos enfants, il y a 2 filles que vous affectionnez beaucoup. Pourquoi? Mais écoutez, on aime forcément tous ces enfants. Vous n'allez pas faire ça que je viens de dire de lesquels de mes enfants. Non, je veux dire qu'il y a beaucoup plus d'affinité entre vous et vos filles par rapport avec les garçons. Est-ce que vous voulez rejoindre l'adage selon lequel les filles sont proches de leur papa et les garçons de leur il faut dire maman? que je crois qu'il faut interroger la psychologie qui veut que les parents, les enfants les garçons soient plus proches de leur mère, aiment plus leur mère, c'est le complexe d'Édipe, et que ce soit l'inverse en ce qui concerne les filles. Hein. Je crois que c'est peut-être la structure mentale de tout être humain, mais cela ne peut pas être le fait d'une préférence particulière. Et côté cœur alors, ça va? Oui. Vous voyez mon sourire? Surtout quand je vous regarde. Donc on retient que côté cœur, ça va très bien. Je vous en prie. Merci Vous êtes en tant d'avoir... que chef Bantou, Célestin Bédiguier est polygame. Naturellement. Nous ne parlons pas de ces choses-là en public. Ah, merci Karen Choya, merci d'être passé par là. Nous allons enchaîner avec la suite de notre interview, avec la première dorsale, le retournement politique. Sylvain Diongo, question. Effectivement, ça nous permet de revenir à ce qu'on a évoqué à la table de l'émission concernant la cérémonie de Mona. De Mona Télé. Vous disiez tout à l'heure que vous avez des revenus modestes, que vous n'avez pas eu les sacs d'argent, mais on a quand même appris que vous avez donné un montant d'un demi-million à cette fameuse réunion de Mona Télé pour soutenir la candidature de Paul Biya. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pour lever les fonds, pour les frais de candidature. Il y a des gens qui ont donné 10 millions. Alors de 10 millions à 500 000, vous voyez la différence. Ce qui veut dire que ma contribution est... si elle doit être qualifiée, elle est modeste. Ceci étant dit. Mais il y a un journal, je ne vous coupe pas, il y a un journal de la place qui insinue que c'est le ministre Yébé Haïssi qui vous a refilé 1 million, 500 000 pour la cotisation et 500 000 pour le carburant. Vous avez lu ça, ça dans la presse? Non, je n'ai pas lu ça. Il y a un journal de la place qui a demandé en manchette qui va rembourser les 500 000 de Célestin Bédiguier. Non, vous savez quelque chose, et nous devons vraiment le déplorer. Quand on voit la floraison de titres qu'il y a sur le marché, et on essaye d'analyser le profil des journalistes qui y sont, vous pouvez comprendre quelle est la difficulté que ces gens ont à trouver des titres qui aguichent les lecteurs pour qu'ils puissent vendre 1 ou 2 numéros. Non, c'est saleté. Pourtant, vous êtes consommateur assidu des journaux. Vous faites au moins 3 à 4 tribunes libres dans les journaux de la place. La nouvelle expression, le messager, mutation. Oui, mais vous voyez bien que je ne fais les tribunes que sur un nombre réduit de journaux. Autrement, s'il fallait qu'on s'en tienne à ce qui est écrit dans les unes des journaux ou sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de relever un fait. Et moi, je suis très inquiet de ce que deviendra ce pays demain si la jeunesse qui est la nôtre garde la mentalité qu'elle affiche aujourd'hui, c'est-à-dire un fort attachement au mensonge, à la légèreté d'accusation et autres. Donc, cette histoire n'est pas vraie. Ah non, vous comprenez pas. C'est très... Lorsque je peux lire sur les journaux, sur les réseaux sociaux, des propos qui sont tenus sur ma personne, sans le moins d'égard pour la personne que je suis vraiment et qui n'est ignorée par personne, et ces propos sont tenus justement par des tout jeunes enfants, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors voilà des personnes qui refusent. Qu'est-ce qui sous-tend la logique, la démarche actuelle de Célestin Bédiguier? Vous savez que les programmes économiques du gouvernement en place, le barrage de Mékine,
presque une catastrophe humanitaire, etc. Non. Qu'est-ce qui sous-tend? Catastrophe humanitaire. Il y a des eaux, des inondations et tout ce que vous... Je veux dire que on n'a pas encore atteint le niveau de la catastrophe. Qu'est-ce qui sous-tend, Célestin? Alors, qu'est-ce qui, selon vous, peut changer? Est-ce que le Cameroun va cesser d'avoir une économie extravertie? Est-ce que nous allons commencer à transformer le bois à 40, à 50? Est-ce que vous avez la conviction qu'on va au moins produire, on va transformer les richesses très nombreuses dans ce pays? Évidemment, c'est ça la question centrale. En fait, je la formulerai autrement. Comment peut-on faire prendre en considération les perspectives transformationnelles de l'économie camerounaise? Nous ne nous en tenons pas au barrage de Lebanga. Notre démarche, et je l'ai dit tout à l'heure, fait de la question économique la question centrale. Elle nous hante, elle est notre obsession depuis des années. Vous savez, le PAL a toujours voulu avoir comme on pourrait dire mantra, comme esprit central, le credo, comme credo, d'être une espèce de consortium d'intelligence, rassembler les gens intelligents. Au point un jour, nous nous sommes assis à trois, permettez qu'on se jette quelques lauriers, sortis des plus grandes écoles françaises, où nous avons décidé de créer un groupe. Il y avait là Jean-Michel Diop, qui est ingénieur X, X-Pont. Il y avait là Célestin Donga, qui est centralien. Qui a été à EDC. Oui. Et il y avait moi, HEC Paris. Nous avons dit, il faut qu'on crée une société. On a créé une société qui s'appelait Global, dont j'ai hérité d'ailleurs. Et nous avons présenté tout un projet économique d'infrastructure, avec donc des barrages, la construction des métros suspendus à Douala, combiné avec un tram, et puis des métros souterrains à Yaoundé, le port autonome de Kribi, avec la mise en place d'un pôle chimique. Un rêve chimérique. Non, c'est pas chimérique du tout. Et lorsque nous avons fini le dossier, et c'est très important, lorsque nous avons fini le dossier, nous sommes qu'il faut tout faire pour qu'il arrive devant le président de la République. Et chacun l'a pris et devait le porter à une personne qui croyait pouvoir aider que le dossier arrive devant le président de la République. Moi, j'avais la charge de le remettre au ministre Tchankabanda, qui était ministre des Transports. Job avait la charge de le remettre à Marafa, parce qu'il faut qu'on parle des choses concrètes maintenant, à Marafa. Et Célestin Donga avait la charge de remettre le sien à Ouna René. Quelque temps après, malheureusement, Ouna René et Tchankabanda sont décédés. Il ne restait donc plus que le dossier de Job qui avait été remis à Maraf. Et Maraf était secrétaire général de la présidence de la République. Et nous fondions beaucoup d'espoir. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui aurait dû se passer il y a 20 ans. Je parle et je cite les noms de ces personnes pour qu'ils soient des témoins. Monsieur Ndonga a atterri à EDC, justement. Mais attendez, l'exemplaire que nous avons confié et qui devait passer par Maraf pour atteindre le président, je ne dirais pas qu'on n'a pas eu de suite, mais effectivement on a eu une suite. Parce qu'un jour un ami me dira, ah tu sais, j'ai croisé à Yaoundé là-bas en ville, un gars qui est dans l'entourage de Maraf, il me dit que, tu sais, j'ai un dossier maintenant, si vraiment j'arrive à le faire aboutir, je n'aurai pas de problème. Votre projet a été volé. Vous voyez ce que je veux dire. Mais revenons, c'est une préoccupation qui est une préoccupation centrale. Aujourd'hui, nous essayons tout simplement de la définir. Dans quel modèle? Le même modèle? Célestin Bédigui. Oui, allons-y. Vous êtes, dimanche dernier, ce n'est pas ce que vous avez annoncé aux populations de la Léki, et vous avez indiqué que c'est parce que le président a apporté son OK au projet de barrage sur la Lebanga, qui n'est pas loin de Monatélé, que vous lui apportez votre soutien. C'est ce qui est écrit. Oui. Dans le post que vous avez fait sur Internet le lendemain, vous avez dit que vous appuyez sur le projet de Lebanga. Ce n'était pas sur les autres projets à Douala, au nord-ouest ou à l'ouest. Donc, si on peut satisfaire les problèmes de la Léquier, vous soutenez le président Biya. Ah non. C'est une mauvaise interprétation. Mais vous êtes là pour vous répondre. Vous êtes là pour répondre. Je vous réponds justement. Nous avons commencé par le projet de Banga, mais il y a tous les autres projets qui sont derrière. Le jour où vous aurez l'occasion de lire, nous avons toute une plaquette sur la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Vous verrez qu'il y a au moins une trentaine de projets que nous avons en portefeuille. Nous avons dit que le Banga
pourrait aujourd'hui être considéré comme le projet prioritaire parce qu'il permettrait de résoudre le problème, la question centrale de l'énergie. D'autant plus que il offre une des possibilités extraordinaires avec l'exploitation ou la valorisation de cette voie ferrée, le Transcamerounais, qui aujourd'hui est utilisé à moins de 10%, alors qu'il peut accueillir des trains minéraliers pour ramener au niveau de, disons, d'Obala ou toute autre localisation retenue, le bauxite de Minimatap, du côté de Ngaoundal, et créer ainsi un pôle minéralier pas très loin de Yaoundé avec cette possibilité-là. Alors, je dis, nous avons choisi ce projet, et ce qui me retient, ce qui m'amène, moi, à dire qu'il faut suivre le président Biya, c'est que lorsque nous lui avons fait parvenir notre plaidoyer, donc voici, le voici, et auquel étaient attachées des signatures de plein de personnes de la Ligue. Nous ne sommes pas passés par les mémorandums publiés dans les journaux. Nous avons essayé de trouver un chemin qui permettait que le dossier arrivât sur sa table, et lorsque le dossier est arrivé sur sa table, et bien qu'il lui ait été dit qui était le porteur du dossier, il a donné son accord. Et j'ai dit que c'est cette attention, la preuve de cette attention que le président Biya accorde à la question économique qui justifie qu'aujourd'hui nous disions que... Vous accusez ses collaborateurs tout à l'heure. Est-ce que vous avez questionné cette annonce? On annonce un barrage qui peut produire 1000 mégawatts sur la Sanaga, alors qu'il y a un barrage de retenue à Lompangar. Il y a un barrage à Son Loulou qui produit 450 mégawatts. On va trouver plus de 3000 de débit sur la Lebanga. Comment? Alors qu'il y a une partie de l'eau qui est retenue à Lompangar. Il y a un barrage qui est sur la Sanaga au niveau d'Édé à Son Loulou. On va trouver la puissance, un bon débit d'eau où à Lebanga. Il y a un autre barrage qui est prévu sur la Sanaga au niveau de Nachigal. Est-ce que vous avez questionné cela? Vous prenez des risques, monsieur. Vous prenez des risques à parler des choses auxquelles dont vous n'avez pas la maîtrise. Moi, je ne prendrai pas le même risque que vous. Vous avez questionné le dossier? Oui, vous permettez. Oui. Cette démarche est fondée sur une étude qui a été faite par HydroChina, qui sont venus et qui sont arrivés au site de Lebanga. Voici la chute de Lebanga. Si vous voulez, vous pouvez voir. Vous voyez le grand, signal blanc qu'il y a là, c'est la chute de Lebanga. Vous voyez. Et il y avait une curiosité extraordinaire. Même le ministère des Mines n'avait pas une connaissance réelle de l'existence de ce barrage. Ce qui est curieux. C'est curieux. C'est curieux. Et vous permettez, hein? J'ai failli mourir parce que j'ai essayé de l'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est une chute qui est à l'intérieur des îles. C'est-à-dire que d'un côté, du côté Leké ici, il faut traverser des îles sur à peu près 4 km avec des bras de Sanaga, et de l'autre côté du Mbam et autres, c'est la même chose. C'est à l'intérieur là-bas que se trouve cette chute-là. Et pour avoir cette image, nous avons dû recourir à un drone. Et lorsque les Chinois sont venus, ils ont travaillé dessus, et c'est eux qui ont sorti. Moi, je vous pose une question simple. Alors, je dis non, je vous pose une question simple. Le débit moyen de la Sanaga, c'est 3000 mètres cubes. Vous permettez, monsieur? 3000 mètres cubes. Vous permettez? S'il vous plaît. Si vous permettez. Je vous pose des questions. Alors, moi, je dis, posez donc la question. Alors, la question est celle-ci. Nous avons le débit moyen de la Sanaga, qui est de 2072 mètres cubes. Pour produire 10 mégas d'électricité, il en faut 3000. On va trouver 3000 mètres cubes de débit à Lebanga. Comment? Alors, monsieur, si vous estimez avoir l'expertise nécessaire pour contredire les projections, les évaluations faites par HydroChina, qui est la compagnie qui a construit les fameux barrages des Trois Gorges. En Chine, monsieur, moi je n'ai pas cette expertise. Je veux simplement des réponses à ma question. Mais c'est le côté le projet. Oui, moi je veux simplement les questions par rapport aux éléments que non, monsieur, c'est la sottise de poser ce genre de questions parce qu'aucune personne ici n'a la technicité nécessaire. Le dossier qui a été soumis au chef d'État était
comportait cette étude-là. Et cette étude-là a été ensuite elle a été transmise au ministère des Mines, à la direction de l'énergie, au ministère de l'énergie, qui a refait une contre-évaluation avant de soumettre le projet au chef de l'État, monsieur. Alors, dernière question, maintenant sur un plateau de télévision, avant le duel, nous on vous a posé des questions qui semblent logiques. On connaît le débit de la Sanaga, on sait à peu près combien il faut comme débit pour produire 10 mégas, 1000 mégawatts d'électricité. Si vous pensez que vous ici, vous pouvez connaître mieux que Hydro-China qui a fait cette étude préliminaire, je dis que c'est cette légèreté camerounaise-là qu'il faut arrêter. Vous qui vous êtes penché profondément sur la question, on attend des réponses de vous. Monsieur, je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas un ingénieur. Lorsque des professionnels, comme ces Chinois, font une étude et que cette étude est soumise à la fois aux ingénieurs du ministère des Mines et que cette étude est présentée au chef de l'État et que le chef de l'État donne son accord pour qu'on fasse qu'on engage une réflexion plus approfondie sur la question avec les indications qui ont été données par Hydro-China, monsieur, c'est Hydro-China. Hydro-China, vous pouvez me croire, n'a pas le même degré d'intelligence que vous sur une question comme celle-là. La moindre des humilités serait que Question, Sylvain Ndiongo. C'est le simple dit, parlons maintenant des choses qui sont terre à terre, qui ne nécessitent pas beaucoup d'expertise ou alors des connaissances approfondies, peut-être en physique nucléaire. Parlons de vos alliances. À quoi obéissent vos alliances lorsqu'on sait que vous avez été avec un monsieur qu'on appelle Bello Bouba dans le cadre de l'UNDP? Aujourd'hui, vous apportez votre soutien à Paul Biya. À quoi obéissent vos alliances? Monsieur, je ne vois pas très bien la discontinuité, je peux dire épistémologique, dans notre démarche. Je tiens à vous rappeler qu'en 1997, il y a eu une plateforme de gouvernement qui a été signée entre l'UNDP, dont j'étais le vice-président, et l'ORDPC. Et que dans le cadre de cette alliance, au cours des élections qui ont suivi, l'UNDP a apporté son soutien à la candidature de M. Biya. Vous vous en souvenez au moins? Bien sûr. Ok, alors maintenant, si vous permettez, si nous nous sommes séparés du président Bello Bouba, tout simplement pour des questions de divergence dans la manière de gérer notre alliance avec le RDPC, parce que c'était ça l'essentiel. Vous dénonciez quoi précisément? Mais justement, je dénonçais deux choses. Dans la plateforme UNDP-RDPC, il y avait un pan politique, la réconciliation nationale, mais plus important, il y avait un pan économique auquel j'attachais beaucoup d'importance. D'ailleurs, nous avions mis sur pied une commission qui était chargée du développement de la vision économique que nous avions inscrite dans cette plateforme-là. Et cette commission était coprésidée par le ministre Ngankou Jean-Marie et moi-même. Donc, alors, il s'est passé, vous permettez, non monsieur, alors qu'est-ce qui se passera? Et le reproche que je ferai au président Bello, c'était dit, monsieur le président, nous avons tout ce pan par lequel nous pouvions marquer notre présence au gouvernement, le pan économique. Comment se fait-il que des années durant, et personne ne me contredira aujourd'hui, aucune initiative à caractère économique n'ait été parrainée ou prise par l'UNDP pour justifier notre participation au gouvernement, alors même que c'est un des piliers de la plateforme que nous avons signé. Mais non, mais écoutez, ministre du Tourisme, c'est un ministre du Tourisme, ça n'a rien à voir avec un déploiement industriel comme celui auquel nous pensions. Allez interroger le ministre Ngankou. Il vous dira, parce que cette commission s'est réunie une seule fois. Et puis, depuis, elle ne s'est plus réunie, elle ne semble plus être l'objet d'une préoccupation particulière de la part du président Bello. C'était l'une des raisons pour lesquelles nous avons estimé que ça ne valait pas la peine. Il valait mieux, pour faire entendre notre voix, pour faire valoir notre préoccupation, qui était la préoccupation économique, afin de résoudre les problèmes des Camerounais, notamment la jeunesse, parce que dans un pays où vous voyez les jeunes s'engouffrer dans le chômage, sans qu'on ne voit une perspective de résolution globale de cette situation, on ne peut pas continuer à rester derrière les portes, de dire non, maintenant nous sortons derrière les portes, nous mettons au premier rang, nous ferons des propositions en prenant à témoin les populations et on verra ensuite quels seront les résultats
est-ce que ces propositions seront suivies avec des effets attendus ou alors elles ne seront pas suivies? C'est aussi simple que ça, monsieur. Alors nous allons faire un break peut-être avant d'y arriver. Avant d'arriver au jeu, je voudrais signaler que l'hebdomadaire Essinga dans sa parution du 15 janvier 2018 indiquait que c'est Sinmatch basé à Bédine qui est chargé de conduire le projet. Sinomac. C'est vrai, qui est chargé de conduire ce projet-là. Sinomac. Voilà, au Cameroun. Qui est une filiale d'Hydrochina. C'est bien noté. C'est bien noté. Nous recevons Dieudonné Somba pour le duel. C'est dans un instant. Dieudonné Somba, bonsoir. Bonsoir, salut également tous nos téléspectateurs. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Nous attendons un échange courtois entre vous et le président Bédigui. C'est le moment du duel. Ok, c'est moi qui commence. C'est vous qui conduisez le duel. D'abord, je dois dire que le président Bédigui, qui est un frère, je le connais depuis longtemps. Je le suis aussi. Et toutes ces positions me semblent dignes d'intérêt, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Je suis donc tout à fait content de me présenter devant lui pour lui poser quelques questions. Eh bien, mes questions, c'est en 4 niveaux. C'est 4 principales questions. Président Bédigui, dès votre arrivée, peut-être vous ne vous le rappelez plus, vous nous avez convoqué chez un ami commun, M. Chrétien Tabeti. Du SDF? Non, autrefois. Il n'était pas là du SDF. Il dit il y a 1 ou 2 ans. Et là, vous nous avez présenté un programme économique. Et vous défendiez ce programme en disant qu'il peut même nous faire atteindre l'émergence avant 2035. Vous critiquiez à l'occasion les cas de référence qui ont été confectionnés par le gouvernement, notamment le MINPAD. Étant entendu que j'étais un cas du MINPAD et j'ai été au cœur même de la production de ces cas de référence, à savoir la vision, le DSE et leur déclinaison que sont les stratégies sectorielles. Dans votre projet, il y avait effectivement ce fameux barrage de Lebanga sur lequel vous misiez beaucoup. Alors ma question c'est que, est-ce que c'est le fait qu'on ait pris en charge, le gouvernement ait pris en charge ce projet, qui vous a décidé à vous rapprocher du RDPC que vous n'appréciez pas tout à fait? Et si c'est cela, comment pensez-vous que cette prise en compte se traduira effectivement par des réalisations, étant entendu que celles qu'avait adopté le régime, enfin disons le RDPC ou le système, n'ont pas toutes été menées jusqu'au point? Ça, c'est ma première question. Oui. D'abord, je vous remercie, Dieudonné Somba, de rappeler aux téléspectateurs que nous avons vu cette rencontre. C'était il y a 2 ans et demi, effectivement, où je présentais ce projet économique, ce qui ne fait que confirmer ce que j'ai dit à l'entame ou depuis l'entame de notre conversation, c'est-à-dire l'intérêt majeur et prioritaire que nous autres, nous accordons à la question économique, qui doit être la question centrale, je le répète. Effectivement, on peut se poser la question de savoir, d'autres projets n'ont pas réussi, est-ce que celui-ci réussira? Mais on devra au préalable à dire que si c'est ce projet-là qui a été, si nous avons accordé une certaine priorité à ce projet, c'est parce que vous le savez mieux que moi, sinon vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, parce que la question de l'énergie est centrale pour impulser toute forme d'industrialisation au Cameroun. Nous avons aujourd'hui une capacité d'énergie disponible, une énergie disponible d'à peu près à 1000 MW. On ne peut rien faire avec 1000 MW. C'est rien du tout. Les besoins, peut-être le statisticien économiste que vous êtes me corrigera, pour que nous ayons
une possibilité de vraiment d'engager l'utilisation de ce pays, c'est-à-dire les besoins minimaux sont de l'ordre de 3000 mégawatts. Et ce n'est pas, c'est pour ça que je dis que le président Biya est otage de véritables charlatans qui ne pensent pas à résoudre les problèmes du Cameroun au fond. Et ce n'est pas en allant, en faisant autant de bruit que l'on fait pour des barrages comme je crois, c'est Mekin, c'est 15 mégawatts, 15 mégawatts. Ou Warak sur, je ne sais pas quoi, la 75 mégawatts. C'est dérisoire. On parlait de Lompanga. Lompanga n'est pas un barrage de production. C'est sûr qu'on va quand même mettre une petite usine de pied, juste, mais c'est un barrage de retenue. Donc, tout ce que Lompanga va apporter, c'est de réguler le cours de le débit de la Sanaga. Il n'apporte pas 1 mégawatt de plus, peut-être non. En termes de production, peut-être qu'il régule la production des barrages qui sont en aval. Alors que ce que nous essayons de faire, c'est un rêve fou. C'est 1000 mégawatts, c'est 1000 milliards de francs CFA, et nous avons trouvé des partenaires, parce que la clé souvent dans ces démarches, on va vous dire qu'il n'y a pas de financement, nous avons trouvé des partenaires qui, au regard de l'étude qui a été faite, sont prêts à préfinancer, à payer sans contrepartie du gouvernement les études. Vous voyez vous-même, c'est-à-dire que courir une étude comme celle-là, que les gens disent que nous finançons l'étude à 100%, ça donne une certaine indication. Alors, je dis, peut-être que jusque-là, le président Biya n'avait pas une offre alternative de ce qui doit être fait sur le plan d'industrialisation. Nous avons dit, nous allons la lui apporter pour que il ait au moins un choix. Si nous continuons, nous qui avons le savoir-faire, nous qui avons la bonne réflexion, à nous tenir loin de lui et en le laissant otage de ce que moi j'appelle des véritables charlatans sur le plan économique. Mais écoutez, ce type, ce n'est pas la science infuse, il ne pourra proposer, il ne pourra mettre en œuvre que les choses qui lui sont proposées. Alors proposons-les. Et tant qu'à faire, je l'ai dit tout à l'heure, dans une approche tout à fait bantou, j'ai dit non, je préfère être à côté de lui, d'autant plus que nous n'en étions pas loin. Pour lui proposer ces choses-là, plutôt que de me tenir de l'autre côté de la route là-bas, et puis lui envoyer des invectives, en sachant bien qu'il va dire, ah, c'est lui-là, il a l'habitude de m'insulter. Je serai à ce qu'il dit. Voilà. Ok, président. Et à l'entame de votre... qu'on aurait dû changer de actuel fondé sur l'import substitution, c'est plus actuel. Également, vous avez critiqué la politique économique d'aujourd'hui qui est essentiellement une politique d'austérité. Là, on devrait mettre... Vous voyez donc que